suite et fin de la vidéo sur le contrat de merchandising. Rappelons d'entrée de jeu qu'il y a une différence avec le contrat de location. Parce que le contrat de merchandising se distingue du contrat de location, qui est un accord par lequel une partie s'engage à permettre à une autre partie de jouir d'un bien mobilier ou bien d'un meuble pour une durée déterminée, moyennant une rémunération spécifique. Car il faut dire que ces biens présentent des objets, des fonctions et des objets différents. Il diffère également du contrat de société simple, dans lequel les parties contribuent à des biens ou des services pour atteindre un objectif commun. Mais dans le merchandising, les objectifs sont différents. Vous voyez la différence. Dans le contrat de société, les objectifs sont communs. Dans le merchandising, les objectifs sont différents. Donc, il faut rappeler que, il faut préciser que le merchandising est un contrat synalagmatique dans lequel les prestations des parties sont liées par une relation d'interdépendance. Il s'agit donc d'un contrat atypique. Avec, le contrat de merchandising a des similitudes avec, par exemple, le contrat de la licence de marque. La licence de marque, c'est un contrat atypique par lequel le titulaire d'un signe distinctif particulièrement connu, tout en conservant la propriété, accorde à d'autres l'utilisation sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels il a été créé, ultérieurement enregistré. Donc, l'élément industriel et productif prévaut dans le but d'étendre la présence sur le marché individuel et d'un transfert de savoir. Deuxième type de contrat, où il y a des similitudes, le contrat de franchise, ce qu'on appelle encore le franchising, ce qu'on appelle encore en français le contrat d'affiliation commerciale. Donc, c'est un accord qui est conclu entre deux entrepreneurs, où le franchiseur titulaire de la marque accorde au franchisé la possibilité de commercialiser son propre bien ou service dans le but de faire en sorte que le consommateur puisse identifier l'entreprise du franchisé à celle du franchiseur. Dans le contrat de franchising, il y a le franchisé et le franchiseur. Donc, il faut dire qu'il présente un accord de licence qui n'a pas pour but l'exploitation de la renommée, mais la diffusion sur le marché aussi largement que possible. Donc, il y a dans ce contrat une imprégnation des différentes parties. Troisième type de contrat, le contrat de parrainage. C'est comme ça que j'ai évoqué les contrats qui ont des similitudes avec le contrat de merchandising. Le contrat de parrainage, il faut dire que c'est un contrat où il y a la notoriété de deux parties contractantes qui est mise en jeu. Dans le parrainage, ce n'est pas la marque qui suscite l'attraction ou l'attrait, mais l'équipe ou l'athlète individuel qui suscite cette attraction. Donc, le contrat de parrainage suppose le spectacle et les médias de masse. Et ils sont souvent conclus de façon conjointe. Dans la plupart des cas, il faut savoir que le marchand est impliqué seulement indirectement et devant signaler au titulaire les cas de litige, d'usurpation, de contrefaçon. Le marchand a la faculté de résilier le contrat si les délais convenus ne sont pas respectés, ou il peut accorder la licence à une autre entreprise car il ne peut pas exister de clause d'exclusivité. Disons que dans le contrat, il convient de spécifier clairement les biens ou les services sur lesquels le signe peut être apposé et si le marchand peut s'occuper de la distribution. Donc le contrat est divisé en plusieurs parties. Le préambule, ça permet de définir les sujets, les annexes techniques. Par exemple, la marque, les définitions. Comment la marque est-elle faite? Où elle doit être diffusée sur le territoire? Ensuite, on a l'objet qui peut prendre de différentes formes car l'objet peut être constitué d'élimination de dessin. Il y a les normes de qualité de produit, il y a l'exclusivité, il y a les redevances qui peuvent être progressives, forfaitaires ou en cas de pourcentage. Il y a les modalités de garantie, il y a les modalités de paiement des redevances, il y a la publicité, il y a la comptabilité et le contrôle. Enfin, on peut aussi évoquer même la durée. La durée peut être indéterminée. Ça, c'est dans le cas où il y a une résiliation en cas de non-atteinte d'objectif. Souvent, un délai est fixé avant lequel il est impossible de dissoudre le contrat. Ou déterminer, la durée peut être encore déterminée avec la possibilité de renouvellement
Ceci peut également inclure une clause de liquidation du stock. Ensuite, on a la confidentialité. Parce qu'il faut que cette partie de confidentialité, cette voie n'existe pas dans le contrat de parrainage. La confidentialité, il y a les secrets industriels, les procédures, le savoir-faire. Et aussi l'interdiction de cession. Il y a la responsabilité et les exonérations de responsabilité. Ensuite, on peut évoquer aussi la clause résolutoire express qui vise à, disons, à dissoudre de façon anticipée la relation en cas de grave manquement du licencié, de contrefaçon, de falsification des comptes. Il y a le pacte de non-concurrence aussi. Et la clause compromissoire et la clause d'autorisation. La clause compromissoire, c'est pour les litiges devant les collèges arbitraux. Alors que la clause d'autorisation, c'est la faculté de procéder à des contrôles de qualité sur les biens qui seront distribués sous sa main. Vous voyez que le contrat comprend plusieurs parties, le contrat de merchandising. Maintenant, finissons la vidéo en disant en parlant de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est quoi? La contrefaçon, c'est l'activité de reproduction d'un bien ou d'un produit de manière à ce qu'il puisse être confondu ou échangé avec l'original, tout en suscitant la confusion chez les consommateurs et en produisant des répercussions négatives pour le véritable titulaire de la marque contrefaite. Il y a trois raisons de la contrefaçon, trois raisons principales. La raison sociologique, la raison politique et la raison économique. La raison sociologique comprend ce qu'on appelle le phénomène migratoire. La raison politique comprend la mondialisation de l'économie. Et enfin, la raison économique est que les entreprises titulaires des signes distinctifs, disons l'État avec l'évasion fiscale, les marchés avec la concurrence de l'honneur sont lésés. Disons que pour ces raisons, le contrat de merchandising est particulièrement sensible au phénomène de contrefaçon. Du point de vue réglementaire, pour que le délit de contrefaçon soit constitué, il suffit que la confusion des signes se concrétise et que les tiers puissent tirer un avantage indu de l'utilisation du signe confondant ou nuire à la réputation du caractère distinctif de la marque. Il est donc possible d'agir tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Évoquons maintenant le code de propriété industrielle. Disons que ça comprend plusieurs points. Suite à l'enregistrement de la marque, d'une marque, le titulaire peut obtenir une protection et il peut aussi énumérer les activités à interdire aux tiers afin de prévenir la contrefaçon. On peut voir, dans le monde du sport, on peut voir dernièrement Kylian Mbappé il a fait protéger ses expressions, quelques expressions qui comprenaient sa personne. Voilà. Deuxièmement, le code de la propriété industrielle punit de peine d'emprisonnement et d'amende la contrefaçon. Ensuite, il y a la vente de produits qui portent les marques trompeuses qui ne constituent pas un véritable faux, mais représentent l'imitation susceptible de tromper. Le titulaire de la marque peut demander l'interdiction et la réparation des dommages aux contrefacteurs. Le juge peut être saisi et des mesures provisoires de saisie et d'injonction afin de recueillir les éléments de preuve contre la contrefaçon.